Avouez les gars, vous pensiez aussi que les États-Unis attaqueraient l'Iran ce week-end? Malgré quelques explosions mystérieuses en Iran que le Mossad nie, la situation est restée assez calme. Donald Trump affirme que des discussions diplomatiques sont en cours et que les navires militaires sont armés et prêts à partir. Je pense qu'il est temps de se poser la question que tout le monde a en tête. Les États-Unis devraient-ils intervenir en Iran à ce stade? Je veux dire, une attaque contre la République islamique serait-elle vraiment une bonne chose? Y a-t-il de bonnes raisons pour lesquelles les États-Unis attendent et disons que l'attaque a bien lieu? Quelles pourraient être les conséquences potentielles aux États-Unis? Beaucoup nous appellent à nous souvenir des précédentes tentatives d'intervention des États-Unis au Moyen-Orient et des désastres qui ont suivi. Il est temps de clarifier ce que cela impliquera pour les Américains, l'Iran et le Moyen-Orient. Ici Mia Keisha sur JNS TV. Commençons par le début. Comprendre l'histoire aide-t-il à mieux saisir les événements actuels? Je ne pense pas, et notre leçon d'histoire débute dans les années 1950 quand l'Amérique a tenté sa première intervention au Moyen-Orient, en Iran, durant une période de paix. Avant d'examiner en détail les actions des États-Unis et leurs méthodes, il faut d'abord se demander pourquoi interviennent-ils? Quel est l'intérêt, sachant qu'ils sont intervenus dans plus de 400 conflits étrangers? Il doit y avoir une logique solide derrière cela. Et il y a en réalité 4 raisons principales pour lesquelles ils interviennent. La première, c'est la géopolitique, ou le fait de conserver leur avantage concurrentiel. Les États-Unis refusent tout rival, qu'il s'agisse des Soviétiques autrefois, de l'Iran, de la Chine ou encore de la Russie qui contrôle une zone stratégique. Le but est d'empêcher les concurrents de menacer les intérêts américains. C'est la raison principale. La deuxième raison concerne les ressources et le commerce, donc l'économie, qui ne fonctionne que si elle est prévisible. La menace sur une grande voie pétrolière ou l'effondrement d'un fournisseur essentiel provoque une crise mondiale. Vous savez déjà l'importance du pétrodollar pour les États-Unis grâce à nos épisodes précédents, alors qu'ils cherchent à garder leur économie dominante. Pour cela, une intervention militaire est justifiée. L'objectif est de maintenir ouvertes les voies maritimes, comme le détroit d'Hermès, pour garantir la circulation de l'énergie et du commerce mondiaux. Cela nous amène au troisième point, la moralité et les valeurs, c'est-à-dire l'aspect humanitaire des choses. C'est là que la mission est présentée comme si nous faisions ce qu'il faut. Quand un dictateur tue son peuple ou qu'un pays réclame la démocratie, les États-Unis se sentent souvent moralement obligés d'intervenir. Les États-Unis se considèrent comme une superpuissance et le père du monde libre, agissant parfois par devoir. L'objectif est de mettre fin à la souffrance humaine ou d'aider les pays à bâtir des démocraties en offrant la liberté, valeur centrale de la doctrine américaine. Vous aimez ce que vous voyez? Le sommet international de politique JNS 2026 aura lieu du 15 au 17 avril au Wall of Astoria à Jérusalem. Et j'y serai. J'aimerais évidemment beaucoup vous y voir aussi. Rendez-vous sur teijinsummit.org pour vous inscrire et découvrir la liste incroyable des intervenants de cette année. J'espère vous rencontrer en avril, ce qui nous amène à notre dernière raison principale, la numéro 4, la sécurité immédiate, c'est-à-dire la sécurité est la raison d'autodéfense la plus directe. Si un groupe terroriste planifie une attaque ou qu'un régime construit une arme nucléaire menaçant les États-Unis ou un allié, l'armée intervient pour éliminer cette menace. L'objectif est simple. Neutraliser un danger là-bas avant qu'il n'atteigne ici ou agir contre ceux déjà identifiés comme menaces directes et persistantes. Avec ces 4 grands axes en tête, il est plus facile de comprendre les raisons des différentes guerres auxquelles les États-Unis ont participé. Et bien souvent, il y a plus d'une raison à leur intervention. Il faut aussi noter que les États-Unis utilisent généralement des méthodes spécifiques lorsqu'ils interviennent dans un conflit étranger. Cela va de l'influence discrète à la guerre totale, comme la diplomatie ou le soft power. Ici, vous utiliserez aide financière et influence culturelle pour construire des alliances et gagner les esprits sans aucune action militaire. Ensuite viennent les sanctions économiques, qui exploitent le dollar pour geler les comptes du régime et bloquer son commerce afin de le pousser à négocier. Ensuite, bien sûr, il y a aussi des actions plus secrètes, qui impliquent que la CIA tire discrètement les ficelles en coulisses, utilisant des pots de vin et de la propagande pour changer le gouvernement. Sans que les Américains aient vraiment besoin de marquer le conflit de leur présence. Il y a aussi les guerres par procuration,
où les États-Unis affaiblissent un ennemi en armant et formant des groupes locaux qui combattent sur le terrain. Les frappes chirurgicales utilisent drones et forces spéciales pour éliminer des cibles précises, comme des laboratoires nucléaires ou chefs terroristes, en limitant les dégâts collatéraux. Tout cela conduit finalement à une invasion à grande échelle, l'option la plus extrême, impliquant des centaines de milliers de soldats, possiblement pour pénétrer dans un pays, en prendre le contrôle et démanteler son gouvernement. Et tout cela nous ramène à notre leçon d'histoire, car nous sommes actuellement en Iran en 1953. Le pays a nationalisé son pétrole, menaçant les capitaux américains et britanniques. Les États-Unis craignaient à la fois les risques financiers et le rapprochement de leur premier ministre avec les Soviétiques en pleine guerre froide. Alors, pour sécuriser l'approvisionnement en pétrole pour l'Occident, ils décident d'installer un pro-américain au pouvoir, c'est-à-dire le Shah, garant de la stabilité au Moyen-Orient et opposé au communisme. La CIA et les renseignements britanniques emploient pots de vin, fausses informations et émeutes pour renverser le premier ministre iranien. C'était la première fois que les États-Unis renversaient un gouvernement étranger en paix et ce fut un succès pendant près de 25 ans. Ça a marché jusqu'au jour où ça n'a plus fonctionné. En éliminant la classe moyenne laïque, intrinsèquement iranienne, les États-Unis ont laissé les mosquées comme unique lieu de contestation. Cela a favorisé la révolution islamique de 1979. Le succès de 1953 a instauré le régime avec lequel, en 2026, les États-Unis sont aujourd'hui en confrontation majeure. Mais nous y reviendrons dans un instant, car voici la première fois que les États-Unis sont intervenus en Iran, et cela était dû à deux des principales raisons dont nous avons parlé précédemment. La géopolitique, refusant que les Soviétiques contrôlent une terre clé, et l'économie, inquiète pour le pétrole régional. Il y a une raison pour laquelle l'Iran fait souvent la une de l'actualité, et c'est à cause de sa position stratégique qui a un impact direct sur l'approvisionnement mondial en pétrole. Mais nous y reviendrons lorsque nous reviendrons à l'époque actuelle. Pour l'instant, nous sommes toujours dans les années 1950. Après l'Iran vient la guerre du Vietnam. Même si ce n'est pas au Moyen-Orient, on ne peut évoquer l'intervention des États-Unis sans mentionner ce désastre. Comprendre le Vietnam exige de considérer la guerre froide divisée entre États-Unis et puissances communistes. Après une longue guerre d'indépendance, le Vietnam a été divisé en un nord communiste, soutenu par l'Union soviétique et la Chine, et un sud pro-occidental. Washington était obsédé par la théorie des dominos, croyant qu'une chute du Sud-Vietnam au communisme entraînerait le reste de l'Asie du Sud-Est. Comme une rangée de dominos pour empêcher le premier domino de tomber, les États-Unis ont décidé d'intervenir progressivement. Dans les années 1950, seuls argent et conseillers militaires formaient le Sud contre les communistes. À mesure que le Nord progresse, les États-Unis craignent de paraître faibles dans ce conflit d'idéaux communistes et occidentaux au Vietnam. Alors, ils passent de l'aide à la prise de contrôle réelle. Au milieu des années 60, cela s'était transformé en une invasion à grande échelle avec plus de 500 000 soldats. La mission a échoué car les États-Unis ont voulu régler un problème politique par la force militaire. Je n'ai pas besoin de vous raconter le drame américain d'envoyer leurs propres soldats mourir dans un conflit qui semblait très éloigné des besoins de l'Amérique. Le problème ici, c'est que les États-Unis soutenaient un gouvernement sud-vietnamien qui, en réalité, n'avait pas le soutien de son propre peuple. Ils affrontaient aussi un ennemi invisible qui utilisait la jungle et des tunnels pour contrer la puissance de feu américaine. L'Amérique a consacré 10 ans et perdu 58 000 vies pour que le Sud tombe aux mains du communisme dès notre départ. Cela a engendré le syndrome du Vietnam, une peur durable de s'enliser dans un conflit. À partir de ce moment-là, sans stratégie de sortie, chaque fois qu'un président suggérait d'envoyer des troupes quelque part, le public demandait quelle est la stratégie de sortie. Est-ce que ce sera un autre Vietnam? Je veux dire, il va sans dire que j'ai vraiment beaucoup simplifié la guerre du Vietnam, mais le fait est simple. L'histoire retient que ce ne fut pas un grand succès pour l'Amérique. Et même si cela n'a pas vraiment conduit à un véritable changement dans l'arrêt des interventions américaines, ils ont essayé de le faire un peu différemment. Prenons un autre exemple. Le Liban, 1983. À la différence de l'Iran et du Vietnam, qui furent des guerres de l'ombre, le Liban devait être une mission de maintien de la paix. En 1982, le Liban était en guerre civile et Israël venait d'envahir le pays.
Les États-Unis sont intervenus pour repousser l'OLP, maintenir la paix, superviser le retrait et stabiliser un gouvernement allié. Ces valeurs et garanties de sécurité étaient celles évoquées plus tôt. Le succès à court terme paraissait simple et au début, cela semblait fonctionner. Les Marines ont débarqué à Beyrouth, l'OLP a quitté la ville et quelques mois durant, le président américain a contenu la violence. C'était un signe visible que les États-Unis pouvaient être une force de stabilité sans être des envahisseurs. Cependant, la catastrophe à long terme, c'était le problème du maintien de la paix dans une guerre civile. C'est tout simple. À un moment donné, il faut forcément choisir un camp. En soutenant le gouvernement libanais, les États-Unis sont devenus involontairement la cible des factions rivales. En octobre 1983, un camion suicide a foncé dans la caserne des Marines à Beyrouth, déclenchant une bombe qui a tué 241 personnes. Ce fut la journée la plus meurtrière pour les Marines depuis Iwo Jima et les États-Unis se sont retirés peu après la mort de membres des forces armées américaines. Cela a laissé un vide qui a permis l'émergence du Hezbollah, un groupe qui reste l'un des plus grands adversaires des États-Unis dans la région. Aujourd'hui, comme en Iran, les États-Unis ont agi en pompiers pour éviter une tragédie. Ils pensaient être les héros, mais ils n'étaient pas préparés au travail d'architecture politique à long terme qui était nécessaire si l'on voulait rester. Et cela nous amène alors au grand événement des années 90, la guerre du Golfe en Irak. C'est celle que l'on appelle souvent la guerre parfaite. Saddam Hussein a envahi le Koweït pour son pétrole et les États-Unis ont mené une coalition pour le repousser. Il s'agissait d'économie, de protection énergétique mondiale et de géopolitique, arrêter un tyran. Le succès à court terme a été tel qu'il s'agissait d'une victoire militaire totale en seulement 100 heures de combat au sol, le Koweït a été libéré. Les États-Unis ont atteint leur objectif très rapidement, comme nous avec l'Iran lors de la guerre de 12 jours. Mais cela a causé une catastrophe à long terme. Avec cela, les États-Unis ont décidé de ne pas destituer Saddam Hussein du pouvoir. Ils craignaient que s'ils renversaient le régime, tout le pays ne s'effondre. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Oui, renverser des régimes ne mène pas toujours à des résultats efficaces au Moyen-Orient. Alors, ils l'ont laissé en place, mais ils l'ont maintenu sous contrôle. Sous fortes sanctions et avec des troupes américaines proches, en Arabie saoudite, cette solution temporaire a causé deux grands problèmes. Premièrement, cela a profondément mis en colère un jeune Saoudien du nom d'Oussama Ben Laden, qui considérait la présence de troupes américaines sur la Terre Sainte comme une insulte impardonnable. Cela a laissé des affaires inachevées menant directement à la guerre d'Irak de 2003 qui, comme on le sait, a déchiré la région. Dans chacune de ces histoires, les États-Unis maîtrisaient le quoi, la frappe militaire, mais ils étaient constamment pris au dépourvu par ce qui se passait ensuite. C'est un succès à court terme avec d'énormes répercussions à long terme. D'ailleurs, on ne peut pas reprocher à l'Amérique tout ce qui va mal au Moyen-Orient. Cependant, il faut se demander si nous arrivons avec des idées différentes de ce qui devrait se passer. Il faut faire un bilan pour vérifier si c'est le cas. Pour soutenir de futures actions efficaces, il faut se fier aux données, or ici, elles paraissent douteuses. Il existe d'autres exemples, comme l'Afghanistan, la plus longue guerre américaine. C'est l'exemple parfait de ce qui arrive quand on sait pourquoi intervenir, mais pas pourquoi rester ou comment le faire. Cela a commencé en 2001, juste après le 11 septembre, avec un objectif sécuritaire: traquer Al-Qaïda et renverser le régime taliban qui les cachait. Le succès immédiat était une victoire exemplaire des pompiers. En 2 mois, les États-Unis et leurs alliés renversent les talibans et forcent Al-Qaïda à fuir. Ce succès rapide semblait une victoire totale, mais brièvement. Les méthodes de guerre de l'ombre ont bien fonctionné. Mais le vrai désastre est que la mission est passée de la capture des terroristes à la construction d'une nation moderne. Les États-Unis ont passé 20 ans et dépensé plus de 2000 milliards de dollars pour tenter d'instaurer une démocratie occidentale dans un lieu résistant depuis des siècles à la domination étrangère. L'Afghanistan n'est pas exactement l'exemple de New York. L'Amérique a construit des écoles, pavé des routes et formé une armée massive. Ils ont tenté d'imposer un système de l'extérieur. Lors de leur retrait en 2021, tout s'est effondré en une semaine. Les talibans, chassés en 2001, sont revenus à la capitale et ont repris le pouvoir. Chaque jour maintenant, nous voyons de plus en plus de nouvelles montrant comment les femmes ont perdu leur possibilité d'aller à l'école et n'ont plus aucun droit.
20 ans, des milliers de vies et des milliards dépensés pour revenir au point de départ. C'était le désastre ultime à long terme, car l'espoir de transformer le Moyen-Orient en démocratie américaine a échoué. C'est pourquoi ils jugent Israël si important. Nous sommes un succès, mais ce n'est pas le sujet. Nous sommes souvent focalisés sur les raisons des États-Unis sans chercher à comprendre l'autre côté. Pourquoi cela échoue-t-il? Et c'est essentiel si nous voulons comprendre l'impasse actuelle entre l'Amérique et l'Iran. Pour comprendre pourquoi ces interventions échouent souvent, il faut voir que les États-Unis et le Moyen-Orient ont des conceptions très différentes du pouvoir. Les États-Unis privilégient loi, frontières et droit de vote, tandis que beaucoup au Moyen-Orient suivent des modèles tribaux. Famille, religion, honneur. Lorsque ces deux mondes tentent d'entrer en collision, ou lorsque l'un essaie de dire à l'autre comment faire les choses, tout s'effondre, pour des raisons très simples. La loyauté numéro un au Moyen-Orient va à la famille, ce n'est pas au drapeau comme en Occident. Nous sommes élevés pour être des individus, nous suivons la loi parce que c'est la loi. Au Moyen-Orient, votre identité principale est votre tribu ou votre secte religieuse. Le problème ici, c'est que si les États-Unis organisent une élection équitable, les gens ne votent pas pour le meilleur dirigeant, celui qui leur donnera les meilleurs droits, ils votent pour le chef de leur tribu. Parce que si votre tribu gagne, vous obtenez les emplois, l'argent et la sécurité. Si votre tribu perd, vous êtes en danger. Cela fait de la démocratie une guerre où le gagnant prend tout au lieu d'une transition pacifique du pouvoir. La deuxième raison, et je trouve cela absolument fascinant, et c'est quelque chose à laquelle je ne pense pas assez, c'est que le dictateur est vraiment la colle qui maintient le pays uni. Parce que ces pays sont souvent composés de différentes tribus qui ne se font pas confiance. Si on veut être gentil, mais en réalité, ils se détestent. Historiquement, ils ont été maintenus ensemble par un homme fort, c'est-à-dire un dictateur. Les États-Unis pensent qu'en renversant un dictateur, le peuple sera libre. Cependant, en réalité, le dictateur est souvent le seul qui, grâce à sa force, empêche les tribus de se battre entre elles. Quand on le renverse, on n'obtient pas la liberté, mais un vide de pouvoir. Et au Moyen-Orient, ce vide est immédiatement comblé par la personne qui a le plus d'armes et qui est prête à aller le plus loin pour prouver sa puissance, pas par celle qui a le plus de voix ou d'intégrité. Troisième point, le facteur étranger. Le Moyen-Orient garde un long souvenir de la domination étrangère, notamment liée au pétrole. Et un peu de racisme de la part des Occidentaux qui pensent simplement qu'ils sont supérieurs à ces vieux Arabes qui ne comprennent pas grand-chose. Le problème, c'est que même si les États-Unis interviennent avec de bonnes intentions pour aider, ils sont souvent perçus comme un autre envahisseur étranger, essayant de voler le pétrole ou de modifier la culture, surtout pour les pauvres et les moins instruits dans ces pays. Le résultat, c'est que cela permet aux groupes radicaux de dire aux populations locales que les Américains sont là pour détruire leur mode de vie. Cela pousse la population à se retourner contre ceux qui disent les sauver. Ce qui fait que les Américains sont constamment pris pour cible par de nombreuses personnes différentes dans ces régions. C'est quelque chose que nous avons vu encore et encore à de nombreuses reprises. Et tout cela nous amène à aujourd'hui à l'incroyable affrontement entre les États-Unis et la République islamique. En ce moment même, alors que nous parlons en février 2026, la tension dans le golfe Persique est palpable. Chaque jour, chacun se demande au réveil, une attaque a-t-elle eu lieu? Nous avons vu ces mystérieuses explosions en Iran, qualifiées d'effroyables par les rapports officiels, mais la rue murmure autre chose. Une vaste armada américaine menée par l'USS Abraham Lincoln stationne au large des côtes. Et le président Trump alterne entre proposer un accord juste et équitable et promettre une frappe, bien pire que l'opération Marteau de minuit de juin dernier, où nous avons éliminé toute leur capacité nucléaire. Quand on regarde cette impasse à travers le prisme de l'histoire, on voit que les États-Unis utilisent tous leurs outils en même temps. Les sanctions économiques ont fait chuter le rial à 1,6 million par dollar. Nous avons le soft power et une rhétorique fondée sur les valeurs pour soutenir les manifestants descendus dans la rue depuis décembre. Nous avons le marteau militaire prêt si l'Iran ferme le détroit d'Ormuz lors de ses exercices de tir. Cela paraît être l'intervention idéale car nous avons tous les motifs. Nous avons un méchant évident avec le régime, une cause humanitaire avec les manifestants et un besoin économique de garder le flux de pétrole. C'est là que nous devons retenir les leçons des conséquences à long terme.
Si les États-Unis se montrent aussi prudents et que ces navires restent immobiles, c'est à cause de trois complications majeures qui rendent cette mission complexe. Contrairement à ce que disent médias et réseaux sociaux, l'Iran est, à bien des égards, la jugulaire de l'économie mondiale. Les États-Unis savent que l'Iran contrôle l'économie. En cas d'attaque, l'Iran a dit vouloir bloquer le détroit d'Ormuz. Et si vous ignorez ce que c'est, environ 20% du pétrole mondial transite chaque jour par ce passage de 21 miles de large. S'il coule des pétroliers ou largue des mines intelligentes, les prix du pétrole vont fortement augmenter. Ils vont exploser, atteignant peut-être des centaines de dollars le baril du jour au lendemain. Pour une administration américaine qui veut garder l'économie nationale au sommet, c'est un risque qui pourrait causer de graves dommages très rapidement et c'est un risque dont ils doivent se méfier. Il y a une raison d'ailleurs pour laquelle les attaques ont tendance à se produire pendant le week-end et c'est à cause du marché boursier. En fermant le vendredi, le marché boursier dispose de temps pour évaluer la gravité de l'attaque. Cela nuit gravement au potentiel économique futur et donc les pays attaquent souvent pendant le week-end pour ne pas impacter l'économie. C'est un facteur clé dans les décisions géopolitiques de guerre menant au deuxième point, le problème du mardi, les missiles et les vides de pouvoir. Les États-Unis craignent non seulement qui dirigera si le régime tombe, mais aussi ce qui restera dans le garage iranien. L'Iran possède le plus grand arsenal de missiles balistiques du Moyen-Orient. Si les gardiens de la Révolution, les IRGC, commencent à s'effondrer, je ne sais pas si tu as entendu, l'Union européenne, l'UE, les a maintenant désignés comme organisations terroristes. Washington craint que ces armes de haute technologie, pouvant transporter des ogives nucléaires ou chimiques, tombent entre les mains de groupes radicaux ou de chefs de guerre locaux. C'est pourquoi les experts disent que si une frappe a lieu, il est probable qu'elle ne se limite pas à un seul jour. Probablement une campagne de plusieurs semaines visant à démanteler systématiquement chaque centre de commandement et silo de missiles pour garantir que les armes disparaissent avec le régime lors de sa chute. Ils ont tiré les leçons des guerres précédentes et honnêtement, ils ne peuvent pas se permettre que cela se produise. Mais ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Il reste beaucoup à faire pour localiser précisément les missiles balistiques et démanteler ces sites. Le travail prend du temps, ce qui nous mène au troisième point, le coût des représailles avec une menace immédiate pour les Alliés et la population américaine. Téhéran a promis qu'une attaque américaine sur l'Iran entraînerait des frappes de missiles contre Israël et les bases américaines au Koweït, Qatar et Émirats arabes unis. Après 20 ans de guerre, le public américain n'a vraiment aucun intérêt à voir des milliers de soldats américains rentrer chez eux dans des sacs mortuaires ou à voir leur allié le plus proche, Israël, forcé de s'engager dans une nouvelle guerre régionale totale. Les États-Unis attendent car, bien qu'ils puissent lancer ce conflit, ils ne peuvent protéger tous des conséquences. Ils doivent donc s'assurer que si une attaque a lieu, et espérons-le, lorsqu'elle sera menée avec une précision incroyable, que les Iraniens, c'est-à-dire la République islamique, a une capacité très limitée de nuire aux Américains ou à Israël. L'histoire prouve que les États-Unis excellent dans la frappe, l'invasion et les coups d'État. Mais ils sont sans cesse aveuglés par ceux auxquels ils ont affaire, les peuples et cultures restants. Bien après avoir quitté l'Amérique, les États-Unis peuvent gagner la guerre dès le lundi matin. Comme nous l'avons vu de 1953 à 2021 sans plan pour le lendemain, soit le mardi, vous ne voyez pas qu'une intervention mais le début d'une nouvelle guerre de 30 ans. Cela explique peut-être l'hésitation des États-Unis. Quand Donald Trump a promis que la guerre en Iran serait différente, il voulait dire qu'il n'y aurait pas de troupes au sol et que les effets à long terme seraient couronnés de succès. La plupart des gens sensés comprennent que ce régime maléfique doit disparaître, mais les États-Unis prennent leur temps pour comprendre ce qui va suivre, parce que cela pourrait potentiellement être bien pire. Et c'est quelque chose que tout le monde doit comprendre. D'une certaine manière, c'est en fait au peuple iranien de décider à quoi ressemblera son avenir. Et si les États-Unis ont retenu une leçon, j'espère que c'est que nous, en tant qu'Occidentaux, ne devrions pas décider à quoi doit ressembler l'avenir du Moyen-Orient. En tant qu'Israélienne, nous avons souvent vécu cela.
L'agenda américain sur le terrain diffère souvent beaucoup des vrais besoins culturels. Je pense à la guerre de 12 jours stoppée soudainement. Avant son élimination, Khamenei suivait l'agenda américain, mais cela a mis Israël dans une position défavorable. Khamenei est vivant et ses missiles balistiques restent prêts, représentant une menace directe. Nous le savons. Il est probable qu'Israël ne laissera pas cela au hasard et s'impliquera d'une façon ou d'une autre. En dehors du fait que le Mossad agit déjà stratégiquement sur le terrain, les États-Unis n'interviendront pas en Iran sans l'accord d'Israël sur le conflit, parce que ce conflit est complexe et nous avons besoin que les Iraniens puissent faire tomber le régime islamique. Ce n'est pas juste une attaque pour neutraliser les capacités nucléaires, c'est un bouleversement majeur pour le Moyen-Orient. Et nous savons maintenant, et nous pouvons tous le ressentir, que la fin de la République islamique approche. La question maintenant est de savoir quand cela arrivera et à quoi cela ressemblera. Et ça, mes amis, seul le temps nous le dira. Je suis Irakais et je vous retrouverai la prochaine fois.